C'est plus facile de parler du parcours de qui je suis. Alors, ce parcours, il a pris forme au début de ma vingtaine, en, à partir de lectures et d'un voyage en Inde, qui était un voyage touristique, où je suis parti avec des livres d'un certain Arnaud Desjardins. Et j'ai trouvé dans ces livres deux choses à ce moment-là. D'une part, il parlait d'une rencontre qu'il avait faite avec un maître tibétain, et en lisant le récit de sa rencontre, l'expérience très forte qu'il avait eue, j'ai eu très envie, moi aussi, de rencontrer cet homme. Et d'autre part, dans ses autres livres, qui s'appelaient Les chemins de la sagesse, il parlait d'une démarche qu'il suivait lui-même auprès d'un maître indien. Et en lisant ce livre, j'ai senti, ah, là, il y a une planche de salut pour moi. Il y a vraiment des réponses à un mal-être que je ressentais confusément et dont je sentais que si je ne faisais pas face et si je ne cherchais pas des réponses, des vraies réponses à ça, ça irait mal plus tard. Donc ces livres ont eu un impact décisif. J'ai effectivement rencontré ce maître tibétain qui a eu sa présence, sa joie, son rayonnement. J'avais jamais vu quelqu'un comme ça. Il y a un impact immédiat qui m'a beaucoup, beaucoup touché. Et dès mon retour en France, j'ai écrit à Arnaud Desjardins pour le rencontrer et à partir de là, commencer une démarche avec lui qui m'a amené aussi à changer d'orientation professionnelle. J'étais étudiant en médecine à l'époque. Et très vite, quand j'ai découvert toute la dimension d'un travail intérieur sur les émotions, sur les pensées, avec un travail sur l'inconscient qui comportait cet enseignement spirituel, j'ai senti que ça, vraiment, c'était ce qui m'intéressait fondamentalement. Et j'ai décidé de faire des études de psychiatrie pour avoir aussi une base professionnelle et sociale qui me permettent d'exercer dans ce sens, ce qui s'est fait. Et à la fin de mes études de psychiatrie, j'ai commencé à accompagner des personnes dans ce travail sur les émotions, sur leurs difficultés existentielles. Donc je n'ai pas fait de psychiatrie, mais uniquement de la psychothérapie pendant des années, en tout une quarantaine d'années. Parallèlement aussi, je me suis intéressé au monde du travail parce que les personnes dans mon cabinet manifestaient des signes de souffrance au travail et ce qui m'a donné l'envie de sortir de mon cabinet, puisque être dans un cabinet de thérapeute, c'est un peu à l'écart de la vie du monde, et d'aller me plonger dans la société française du moment, dans des milieux socio-professionnels extrêmement variés, aussi bien les hôpitaux que des grandes entreprises, que des patrons, des ouvriers à la chaîne, des gendarmes, des officiers, toutes sortes de publics. Donc ce qui a été très enrichissant humainement parlant, pour m'amener aussi à trouver un langage que tout le monde puisse comprendre. Donc de simplifier, trouver des mots et des manières de présenter les choses qui soient accessibles le plus simplement possible. Donc cette adaptation a été très, très précieuse pour moi, et aussi de voir que, quels que soient les milieux finalement, les niveaux de responsabilité, fondamentalement les problématiques humaines restaient les mêmes, la difficulté à dire non, à reconnaître ses limites, le fait de se laisser embarquer, surcharger, etc. Plein d'aspects comme ça, quel que soit le milieu, les pressions aussi subies par les gens. Enfin, tout ça était très intéressant. Tout ce qui m'a amené à écrire là-dessus, sur le stress et les risques psychosociaux au travail. Parallèlement aussi, dans ma pratique de
thérapeute, le fait que cette approche sur les émotions et qui utilise aussi beaucoup le corps permette l'expression de choses venant de la période préverbale, du bébé, de la naissance, de la période prénatale, m'a permis de mesurer l'impact à très long terme et l'impact puissant de ce qui se produit dans la période périnatale. Donc, ce qui a fait aussi l'objet d'un travail, d'un livre sur les marques et les empreintes laissées par la période périnatale dans la vie d'un être humain. Ça s'est enchaîné à partir de là avec une démarche qui s'est faite avec des obstétriciens, des sages-femmes, donc des gens du monde de la naissance, en disant ben voilà, c'est tellement important ce qui se passe dans cette période que ça vaut la peine de travailler avec des professionnels de la naissance, et qui a amené un second livre, cette fois-là, sur aussi ce que vivent les parents autour de cette période, parce que il y a un peu un discours que tout va bien quand on est enceinte, qu'on doit être heureux, qu'on doit être épanoui, que c'est la bonne nouvelle, et que la réalité humaine dans cette période n'est pas si simple, et qu'il y a toutes sortes d'expériences qui sont vécues, bonnes et très difficiles. Et j'ai basé ce travail sur des témoignages, j'ai recueilli beaucoup de témoignages de parents, d'hommes, de femmes, de ce qu'ils avaient vécu dans cette période, avant, dès la conception, et pendant la grossesse, la naissance, et de voir aussi quel impact ça avait eu dans leur chemin de vie. Donc voilà, ce qui a amené aussi plusieurs de ces obstétriciens et sages-femmes à évoluer dans leur pratique, dans leur accompagnement des femmes au moment de la naissance. Donc tout un secteur passionnant de collaboration et de recherche. Et puis aussi, au fil du temps, de voir dans l'accompagnement thérapeutique vraiment une recherche constante de qu'est-ce qui va rendre accessible aux personnes des possibilités de transformation intérieure, transformation de leur vécu. Et voilà, de chercher, j'avais toute une richesse à ma disposition qui venait de cet enseignement spirituel, de ce que j'avais reçu, aussi de différents apports, de la psychanalyse, quand j'étais en formation, de rencontres que j'ai faites avec la thérapie systémique et familiale, d'autres expériences encore, de voir voilà, comment mieux aider les personnes, comment trouver le pas à pas, voilà, qui mène de la souffrance à un état de paix, de liberté. Donc d'avoir vraiment, d'arriver à suivre chaque étape avec qu'est-ce qui permet de passer d'une étape à une autre. Donc ça a été un premier livre qui s'appelle Souffrir ou aimer, qui est sur les émotions, un autre qui est suivi sur la confiance et la peur. Donc des choses qui concernent à la fois le monde de la thérapie, mais aussi du cheminement spirituel. Puis un livre beaucoup plus centré sur le travail spirituel, sur l'ego. Qu'est-ce que c'est l'ego? Comment comprendre comment ça fonctionne? Comment nous nous identifions à l'ego? Comment arriver petit à petit à porter un autre regard et avoir l'identification, comment elle nous emprisonne, comment elle nous limite, comment remettre en cause cette identification, parce que souvent on confond l'identification et l'ego lui-même en disant c'est l'ego qu'il faut supprimer, voire non, c'est pas l'ego qu'il faut supprimer, c'est l'identification qui est le problème. Donc quels sont les mécanismes de l'identification et comment se désidentifier? Et puis, dernier travail
que j'ai fait plus récemment, c'est de me rendre compte que dans la thérapie, c'est vraiment difficile d'avoir un vrai changement si on n'a pas rétabli des défenses saines par rapport à la violence, par rapport à l'abus, pas seulement les abus graves, pas seulement la violence physique manifestée, mais ce que j'appellerais toutes les formes de violence ordinaire, insidieuses, aussi bien dans les rapports de couple, les rapports familiaux, les rapports sociaux, professionnels, de voir qu'est-ce que c'est l'immunité psychique, qu'est-ce qui permet à un être humain d'avoir une saine défense, quels sont les troubles que j'ai constatés extrêmement répandus, notamment une faiblesse de l'immunité psychique, aussi une forme d'allergie, on pourrait dire, où des personnes vont avoir des réactions excessives par rapport à des situations qui les rendent malades, alors que la situation en elle-même n'a rien de notable. Et puis des personnes qui se retournent contre elles-mêmes, c'est-à-dire comme si leur immunité, leur capacité de défense s'attaquait, comme dans les maladies physiques auto-immunes, à elles-mêmes pour se saborder, pour se faire du mal, pour culpabiliser, pour se détester. Donc voilà, d'apporter là aussi, parce que tous ces phénomènes, je trouvais, faisaient beaucoup de tort, et que si on ne s'occupait pas d'aider les personnes à rétablir une saine défense pour être capable de dire non, pour être capable de mettre des limites, eh bien, on pouvait avoir compris des tas de choses sur soi-même à travers un processus thérapeutique. S'il manquait cet élément, eh bien, les personnes ne pouvaient pas retrouver pleinement une estime d'elles-mêmes, une confiance en elles-mêmes, donc voilà, que ça demandait de faire un travail spécifique là-dessus. Voilà en résumé des éléments de mon parcours. Bien sûr, tout ça étant sous-tendu par ma démarche personnelle, mon cheminement personnel, qui s'est poursuivi avec Arnaud Desjardins jusqu'à sa mort, et aussi avec la rencontre avec beaucoup d'autres maîtres dont j'ai eu la chance, privilège et même la bénédiction de rencontrer des maîtres provenant de différentes traditions, dont l'amour, le rayonnement ont laissé en moi vraiment des marques indélébiles qui m'accompagnent. Et à la mort d'Arnaud Desjardins, donc il n'y a pas eu de successeur, mais plutôt un cercle de personnes qui ont été ses proches, dont je fais partie, qui ont poursuivi la transmission de cet enseignement en étant conscients de nos limites, mais en étant en même temps poussés à évoluer encore pour être mieux en mesure de transmettre cet enseignement, ce qui est ce à quoi je me consacre maintenant. Voilà. Le transpersonnel, je ne le connais pas de l'intérieur. Je le connais un peu à travers les contacts que j'ai eus avec Bernadette et avec d'autres personnes de ce mouvement. Mais voilà, ce que j'en ai compris, et c'est forcément limité quand on ne connaît pas quelque chose de l'intérieur, ce que j'en ai vraiment compris et ressenti, c'est cette ouverture à la dimension spirituelle de l'homme, auquel les psychothérapies traditionnelles, à l'exception de Jung, n'étaient pas ouvertes. Donc pour moi, ça c'est un aspect très important, fondamental, donc une vision de l'être humain qui n'est pas la même, qui voit aussi toute la dimension sacrée qu'il y a dans l'être humain. Aussi une ouverture également à tout le non-verbal, donc toute la période précoce de la vie. Bon, certains psychanalystes se sont intéressés, mais c'est vrai qu'avec la respiration holotropique, le rebirth, des approches comme celle-là, on va vraiment plonger dans l'expérience d'un tout petit,
Et c'est vrai que je l'ai constaté dans mon propre travail par un autre canal, que ces expériences ont une qualité particulière, extrêmement riche, extrêmement profonde, et donc d'avoir ouvert la porte à ça, ouvert la porte à des états de conscience élargis, pour moi, c'est vraiment fondamental. Donc, pour moi, le transpersonnel est vraiment un pont. J'ajouterais qui peut conduire naturellement des personnes qui ont fait un certain travail sur eux à s'engager dans une démarche spirituelle. Que c'est possible d'être joyeux.